Pour dire pourquoi on fait cette conférence. On fait cette conférence sur un projet Boréal que vous pourrez visiter vendredi après-midi si vous pouvez. On organise une visite. Je dirai tout ça à la fin. Perds pas du temps là-dessus. C'est un projet que nous, on juge exemplaire. Il est à 3 mois de la livraison de la première moitié, de la grosse moitié. Exemplaire pour plusieurs raisons. Il réunit beaucoup de complexité imaginable d'un chantier hospitalier actuel, un plateau technique ultra moderne, un mix de réhabilitation très lourde et du neuf. La réhabilitation, je crois que Bruno Casabat en a parlé ce matin, ce midi, c'était un sujet lourd. Un travail de concertation que Anne Garcia vous détaillera. Et j'oserais dire, sans complexe, un projet d'architecture, de bonne architecture, j'espère. Cette conférence, on a voulu la faire en miroir, un peu comme en chacun, Madame Garcia, directrice. Là, vous allez vous présenter, et j'appuie maintenant. Et moi, architecte, comment on a vécu chacun ce chantier, comment on le vit tous les jours, chacun de notre côté de la palissade. Elle, avec son hôpital qui doit tourner, les opérations qui doivent se faire, le personnel qui doit être actif, quoi. Et nous qui devons faire un chantier sans trop casser les pieds au fonctionnement de l'hôpital. Donc cette histoire, marche pas trop mal. Et on va vous raconter les difficultés et les obstacles qu'on rencontre. Donc je suis Anne Garcia, vous l'avez compris, je suis la directrice du groupement hospitalier sud des HL et c'est un élément qui est important dans l'histoire, je pense. Je suis en poste depuis septembre 2016 et le projet a été lancé en 2017. Donc effectivement, on s'inscrit avec Monsieur Raymond dans un pas de deux sur un temps long. Donc Boréal, pour ceux qui n'auraient pas suivi nos aventures depuis ce moment-là, ça veut dire bloc, accueil des urgences, réanimation Lyon Sud. Donc c'est un acronyme, vous le voyez. C'est un projet, on y reviendra, qui est quand même assez technique, puisque l'ambition c'est de reconstruire et de réunifier 28 salles de bloc opératoires, plus ou moins 2, que nous avons effectivement en réserve foncière. La recréation d'unités d'accueil le jour d'hospitalisation et en chirurgie et de 2 unités de chirurgie ambulatoire. La réorganisation du service d'accueil des urgences que nous avons déjà ouvert, nos plateaux de réanimation que nous recomposons, 45 lits, et il s'agit d'articuler ça avec des bâtiments 3A et 3B existants, on y reviendra largement. Donc vous voyez le programme qui est donc très technique. On a aujourd'hui 31 salles, on passe à 28 salles. On a une option avec 2 salles complémentaires liées à la reconfiguration de l'activité architecturale sur le territoire. Ces salles vont être construites par M. Raymond, mais le fonctionnement aujourd'hui et l'autorisation d'ouverture est sur 28 et pas encore sur 30. On est en train de travailler le dossier sur ce sujet-là. Donc on a travaillé à l'époque sur des bases que vous connaissiez certainement, ellipse, toutes ces choses passionnantes où on redimensionne notre capacitaire. Il y a tout un processus qui est un processus extrêmement construit et de performance. Et la particularité, vous le savez sans doute, c'est qu'on l'a fait avec l'ensemble des utilisateurs. Donc les urgences qui sont ouvertes, et vous voyez la reconfiguration aussi programmatique, on va créer une UHD un petit peu plus grande et un post-urgence plus grand en fin d'opération, des soins critiques que l'on recompose et qui ouvriront à la fin de l'année, et donc la chirurgie ambulatoire qui voit son capacitaire très augmenté. Donc la particularité de ce projet, c'est que les utilisateurs sont associés depuis le départ, donc depuis 2017. Le premier groupe était à 180 utilisateurs, là on est à 280, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et donc avec une implication, alors si vous êtes intéressé par la co-construction en ligne design, il y a énormément de vidéos sur le site internet des HL qui vous scandent notre démarche, mais c'est une démarche très très intégrée avec des utilisateurs experts. Alors la particularité du lean design, et c'est ce que j'ai souhaité au départ, c'est accepter de perdre du temps en amont, en phase de conception. Donc on a une phase de programmation assez longue pour que nous puissions penser toutes les organisations avant de travailler avec le programmiste, puis avec M. Raymond sur le projet définitif. Donc on verra tout à l'heure si notre pari a été plutôt gagnant, mais c'était le pari que nous avions fait dès le départ. Donc, notre équipe projet, elle est effectivement, en tant que maîtrise d'ouvrage, à la fois sur une direction de projet, qui est une direction de projet hospitalière au sein d'un groupement. Donc, moi, je dirige le groupement et Guillaume Gélin, qui est présent ici, qui est ingénieur et directeur de projet. Et bien sûr, tout le personnel de l'hôpital Lyon Sud, puisque vous l'avez compris,
il y a énormément de mobilisation. Et puis, au sein des Hospices civils de Lyon, la direction des affaires techniques, donc dirigée par Bruno Casabat, que vous connaissez, également Valérie Brunel et leur équipe. Je crois que Didier est là aujourd'hui et je le salue. Donc ça, c'est notre partie à nous. Elle est bicéphale, c'est comme ça que fonctionnent les Hospices civils de Lyon. Et à nous de nous aligner sur le fonctionnement à la fois utilisateur et technique. Et puis, bien sûr, Michel, il y a votre équipe, je vous laisse peut-être la présenter. Nous, de l'autre côté de la palissade, moi j'ai une équipe, on est associé avec VK, les architectes avec qui on fait quelques projets, dont un en Belgique, Stéphane Vermeulen est dans la salle en ce moment. OTE Ingénierie, Ludovic Dress est dans la salle aussi, avec qui on fait un super travail, et Hôtelio, bon bref, et puis économiste, ICAD Promotion, Thierry Janson qui avait fait le programme. Et etc., la Marguerite pour le paysage, parce qu'il y a une partie d'intégration dans le site importante. Et donc c'est un peu... la particularité de ce projet, c'est ça, c'est ce que Anne Garcia a voulu dire. Nous, on travaille forcément avec notre maître d'ouvrage, qui est Bruno Casabat et son équipe, mais en fait, on sait qu'on travaille pour Anne Garcia aussi. On va dire qui sait ce qu'elle veut. Et c'est mieux comme ça. Et donc on se parle de temps en temps sans jamais court-circuiter le parcours normal. Et je pense que ça, c'est assez exemplaire ce qu'on arrive à faire, parce que ça se fait sans trop d'accro, je crois. Voilà. Donc moi, comment on a fait le projet, je crois que vous avez déjà vu ces choses-là, mais ça permet de voir un peu comment est composé le site. Donc on voit, je pense aussi un truc là. J'ai un petit pointeur. On voit le site actuellement tel qu'on l'a modélisé rapidement. Et donc c'est ici qu'on nous demande de plugger, on a un petit bout de terrain de rien du tout, dans lequel on nous demande de plugger tout un bâtiment de blocs opératoires, parce que les blocs opératoires actuellement sont ici, tout un bâtiment de blocs opératoires, de chambres de réanimation, de trucs comme ça. Et c'est un bâtiment pour lequel ce qu'on va faire, nous, a quasiment pas d'entrée, à part une entrée ambulatoire qui est assez discrète, disons, à l'échelle d'un ensemble pareil. Il y a une maternité qui a une entrée ici, et l'hôpital principal, avec les stations, qui a une entrée par là. Et donc, nous, on nous demandait de travailler là. Mais on nous demandait de travailler là avec 12 500 m² de neuf et 17 000 m² de réhabilitation. Donc, quand on a un programme comme ça, on se pose tout de suite la question, qu'est-ce qu'on va mettre dans le neuf, qu'est-ce qu'on va mettre dans la réhabilitation? Et on va voir assez vite que la réhabilitation, c'est un gros sujet, c'est justement un des sujets là, c'est un sujet dont on n'imagine pas forcément la complexité au début, et quand on fait la programmation. Donc ça, c'est le programme qu'on a fait, donc on l'a fait avec nos outils d'architecte. Donc une salle d'opération qui fait 7,50 m par 7,50 m par 7,50 m. Là, il y en a un peu plus maintenant parce que le programme a changé. Les chambres de réanimation qui devaient être à ce niveau-là. Donc chaque petit cube jaune, c'est une chambre de réanimation. Ça, c'est un bloc-up avec son recycleur, etc. On a fait le projet, on l'a assemblé. On a mis à l'extérieur, dans le neuf, les choses qui nécessitaient des complexités de surcharge, de sismique, de vibration, de choses comme ça, et on a mis dans le bâtiment existant, donc ce qu'on devine sur l'arrière, toutes les choses plus simples, les bureaux, les choses plus faciles à gérer, et de dimensions plus petites aussi, on va voir. Et donc ça, c'est ce qui reste du projet quand on a fait le plug. Donc on a fait le plug, et puis on a dit, l'architecture, elle est finie, donc voilà. Et donc on est resté... C'est comme ça que M. Raymond m'a présenté le projet pour les vrais. Et j'ai encore la maquette dans mon bureau. Ouais, M. Lemoyne, il en a eu aussi, et M. le maire aussi, je crois. Que j'ai bien collé à la cyanolite pour pas qu'il les donne à leur gamin. Voilà. Et ça représente un peu l'idée du projet. Ça représente l'idée du projet. C'est une idée pour nous, architectes, pour être sérieux, qui renvoie un peu à un courant architectural où la fonction et la forme étaient assez liées, mais d'une manière un peu imaginaire aussi, qui s'appelait Archigramme à l'époque, dans les années 70. Donc il y a un vrai projet d'architecture derrière, et après on s'est préoccupé de comment on allait faire les surfaces de ces volumes-là, qui étaient souvent des surfaces opaques, parce que les blocs opératoires, c'est pas beaucoup de fenêtres. Donc ça, c'est un projet qui est bien sûr full beam. Donc ça, c'est ce qu'on voit quand on est en hélicoptère. Voilà. C'est ce que j'appelle la coupe mulet du bâtiment.
qui est la partie qui... C'est un débat justement avec la RS. C'est la partie des logos techniques qui, pour ne pas être dans la SDO, sont obligés d'être à l'air libre. Donc ça coûte 2 fois plus cher de les mettre à l'air libre que dans la SDO, mais il ne fallait pas avoir trop de SDO, donc on les met à l'air libre et que ça coûte 2 fois plus cher. Et c'est 2 fois plus compliqué à entretenir. Mais c'est la logique de l'époque, de la PS et du concours surtout. Après, le bâtiment, voilà. L'hélicoptère s'en va. Et c'est quand on enlève tout ce qui est en cloison, il reste beaucoup de choses. C'est un projet vraiment très technique, où justement, encore une fois, la grosse difficulté, c'est les hauteurs d'étage. La première question que je me suis posée quand on a gagné le concours, quand on n'a pas gagné le concours, quand on a été retenu à concourir, c'est quelle est la hauteur d'étage de l'existant, parce que forcément on continue. Et c'est une question qui n'est pas souvent imaginée par les maîtres d'ouvrage, par vous, maîtres d'ouvrage, quand vous envisagez une restructuration, et qui pour nous est une catastrophe, parce que bien sûr, les équipements techniques en plafond dans les années 60 et ceux qu'on met maintenant, ce n'est pas vraiment les mêmes. Et on a plutôt envie d'avoir une plus belle hauteur sous plafond, sous faux plafond, maintenant qu'avant encore plus. Voilà. Donc, des délais maîtrisés, c'est important. On a fait toutes les études en 2 ans. On a commencé avec le Covid et on a fait toutes les études jusqu'à la PD avec le système de l'InDesign qu'a décrit Mme Egdeg Garcia, c'est-à-dire qu'on se voyait sans arrêt. À la limite, en visio, c'était plutôt plus simple finalement, parce que sinon on aurait été obligé de faire 3, 4 voyages à Lyon par semaine, c'était impossible. Et on a travaillé jusqu'à la PD avec 150 personnes dans des amphis, moitié dans l'amphi, moitié dans des visios. Et on a vraiment corrigé le projet avec des iPads où on corrigeait avec les doigts la porte, on la met un peu plus à gauche, on la met un peu plus à droite, et le câble on le met plus par-ci, plus par-là. Et tout le monde était là, et nous on était sidérés de voir l'implication de tout le personnel, y compris le chirurgien qui est devenu président de la CME et tout ça, qui était là tout le temps, même pour parler des urgences. Il y a une dynamique, nous architectes, quand on voit ça, on est assez portés par tout ça. Bien sûr, un petit calcul que nous a fait, un petit dessin que nous a fait Ludovic Dress sur le bilan carbone. Enfin, vous imaginez bien que quand on fait un bâtiment neuf comme ça, il y a beaucoup de béton, carbone beaucoup. Là, on en a moins, mais on en a quand même beaucoup parce que dans le bâtiment, il faut aller voir, vous ne le verrez pas, les plats carbone, les renforts de dalles, les chapes qu'on démonte et qu'on fait parce qu'elles ne sont pas assez solides, toutes les poutres qu'on rajoute, les poteaux qu'on renforce, les micro-pieux qu'on fait pour le bâtiment qui n'a pas les surcharges. Enfin, quelque chose, le bâtiment, on l'a vraiment beaucoup repensé. Donc, on a rencontré dans les différentes difficultés, je me dépêche, regarde, l'amiante, des surcharges inadaptées, des hauteurs sous plafond années 60, quand j'ai mis ça, des découvertes avant la démolition, des poteaux qui ne devaient pas être là, des chapes qui, quand on met des robots dessus, ne sont pas faites, donc les chapes tombent en poussière, donc il faut finalement enlever la chape alors que ce n'était pas prévu de l'enlever, etc., etc. Et on en découvre tous les jours, et là je résume beaucoup, les degrés coup-feu, le GN13, c'est-à-dire s'assurer que le bâtiment, quand on fait des étages dans tous les sens en travaux, que l'activité dans le reste du bâtiment, il faut que les escaliers de secours soient maîtrisés. Et tout ça, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et qu'on n'avait pas forcément prévues au moment où on a, j'ose le dire, négocié le contrat. Donc, difficulté de maîtriser le coût de travaux, parce que tous les imprévus d'un bâtiment comme ça, c'est inimaginable avant d'avoir des OC. Une chose pour les hauteurs d'étage, vous voyez, j'ai mis les hauteurs d'étage ici. Donc là, la partie neuve, avec la petite astuce, donc on tire les niveaux de plancher de l'existant dans le neuf, avec la petite astuce où on met les blocs-up dans une surhauteur, où on peut mettre le recycleur ici, ce qui explique les petits cubes en volume ici et pareil à l'étage. Et les hauteurs d'étage dans ce bâtiment-là, je ne sais pas quel est l'architecte qui a construit ça, mais il s'est bien amusé. Où il n'y avait pas de cutch, mais il y a des plaques, c'est 398, 367, 364, 368. Et le géomètre, quand il faisait le relevé de ça, alors il nous a fait le relevé de ça comme dans cet état-là, avec les cloisons. Et là, Jacques Ross, qui est dans la salle, je crois, qui est passionné par la modularité des bâtiments et la structure, on voit bien que ce bâtiment, quand on enlève les cloisons, il reste quand même pas mal de poteaux, et donc finalement ce bâtiment avec tous ces poteaux, il est vraiment un peu fait pour avoir des petites salles, des petits locaux, des petits trucs, des petits machins dans tous les sens, parce qu'il y a des poteaux tous les 3 mètres à certains moments. Quand on met la structure à côté neuve que nous a fait Ludovic Dress, on arrive à ça avec des systèmes antisismiques de folie, parce que le bâtiment doit rester utile, même
3 secondes après le tremblement de terre pour être utile, mais celui-là, lui, il reste comme il peut. Et donc après, quand on l'occupe, ça c'est un petit détail pour montrer le phasage. Chaque étage est un peu particulier. C'est un moment du chantier où dans le rouge, c'est en activité. Ça, c'est en travaux au milieu, et ça, c'est en activité, donc c'est un peu... Et ça ne se superpose pas du tout dans les étages. Donc, les difficultés de cohabitation sont complexes. J'ai insisté, et les gens de M. Casabat s'en souviennent sûrement, et Valérie Brunel aussi, et je dirais Fanny Morat, je pense, se souvient aussi, que j'ai insisté comme un fou pour avoir, dans le bordereau de l'entreprise, on a un traiteur Macrolot, un monsieur interférence. C'est-à-dire que c'est une personne de l'entreprise qui est payée, aujourd'hui ça doit faire plus de 300 000 € sur les 48 mois de chantier, pour être présent sans arrêt et faire l'interface avec quelqu'un, les référents de l'hôpital, et aussi faire un peu la police avec le personnel du chantier, parce que sur le chantier, il y a du personnel qui n'est pas toujours recommandable, en gros beaucoup, mais pas tout. Et donc cette personne-là fait que le chantier ne se passe pas trop mal parce qu'il prévient 3 semaines avant. Enfin, il y a toute une politique qui est mise en œuvre, il faut que je me dépêche pour raconter ça. Voilà, donc ça, je vous laisse la parole et puis moi je suis honnête. Donc effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu tout un travail en amont de définition du programme et des organisations, ce qui fait qu'on avait 80% des organisations qui étaient designées avant la phase de programmation et avant la phase de conception. Il y a très très peu de choses qui ont varié. On les a listées ensemble avec Monsieur Raymond. On avait un objet qui était en phase encore, qui est un objet inconnu, qui était le Géolab, qui est notre arsenal centralisé automatisé des blocs. À l'époque où nous avions fait le programme avec en base, on ne le connaissait pas. Donc effectivement, il y a eu une définition en cours. Donc on va dire la programmation s'est faite en parallèle de la conception, la validation du projet. Et puis nous avons eu une innovation technologique, qui est une angio-CT qui arrive, en fait, qui est un appareil de radio interventionnel. Il y en a 5 dans le monde, on va en avoir une. Effectivement, le projet s'est adapté. Vous comprenez bien que l'enjeu médical est plus important. Et puis, M. Raymond l'a dit, il y a eu des sujets plus techniques qui sont arrivés effectivement percuter le projet. Au final, sur les... Mais il n'y a pas eu de modification de programme à cause du design. Exactement. Et donc, voilà, au moment où on parle, je touche du bois, mais maintenant c'est un peu tard quand même, puisqu'on livre à la fin de l'année une grande partie du projet. Effectivement, nous n'avons pas connu de vicissitudes liées aux modifications de programme, et toutes les demandes de modification de programme sont incluses dans une démarche d'arbitrage que moi j'anime avec les médecins et qui fait qu'on élague énormément de demandes sur leur pertinence, bien entendu, mais aussi nos capacités à les financer. Alors les éléments pour moi de conditions de réussite pour des travaux dans un site en activité, puisqu'Alain évoquait tout à l'heure des retours d'expérience, on peut effectivement faire un premier retour d'expérience. Effectivement, nous avons eu un bâtiment à réhabiliter et à étendre parce que nous avions une contrainte exogène dont on n'a pas parlé, mais d'un aménagement extérieur qui réduisait le tènement du projet. Donc il a fallu effectivement assumer cette réhabilitation, et c'est vrai qu'un élément important est la maîtrise de tous les entrants techniques, de mon point de vue, concernant ces bâtiments à réhabiliter pour éviter les surprises que vous avez évoquées tout à l'heure, Michel, à juste titre. Il faut qu'effectivement la conduite d'opération technique et la maîtrise d'œuvre maîtrisent le phasage et ses contraintes fines pour l'activité hospitalière. Vous avez montré un exemple, le projet il est extrêmement complexe du point de vue de son phasage, et ce phasage-là, c'est pas comment dire, une coquetterie de ma part, c'est effectivement une garantie qu'un site qui fait 30 000 opérations par an au chirurgical puisse continuer à fonctionner et que ses patients soient en sécurité. Et donc il faut l'intégrer aux études, et c'est un sureffort très clair dans un projet de ce type-là. La réactivité de chacun, quel que soit son rôle, on a eu des situations qui étaient des situations limites en termes de sécurité, ou des situations où on a pris la décision de modifier le phasage de l'opération parce qu'on mettait en difficulté en bloc opératoire. C'est une décision très très lourde qui nous a amené à repenser effectivement le cadencement de l'opération, mais il fallait prendre décision rapidement, et il faut se mobiliser de l'intelligence collective. Donc il faut une équipe projet experte et engagée. C'est des projets qui demandent certainement beaucoup plus d'engagement de ce fait-là, et un engagement pluripartite.
Des espaces de concertation pour prendre les décisions qui engagent la sécurité des patients et des professionnels, ça c'est sûr. Des retours d'expérience pour apprendre de ses erreurs. On a eu malheureusement un incident grave avec une intoxication au CO du fait d'un pic qui avait été mal maîtrisé et mal partagé. Mais on a appris de cette erreur-là collective et ça ne recommence pas. L'erreur, elle fait partie de la gestion de projet. Il faut simplement qu'elle soit apprenante et que l'on le pilote ensemble comme étant une erreur et non pas une faute. Et ça, je peux que, vous engager à avoir cette culture de l'erreur. Elle est très hospitalière. Aujourd'hui, vous êtes tous des ingénieurs hospitaliers. Il faut que vous intégriez ces rétextes dans votre pratique. Un élément qui est extrêmement fort, c'est une capacité collective également à gérer la complexité tout au long d'une opération. Cette opération, dès le départ, elle revêtait des éléments de complexité. Il faut que les équipes, quelles qu'elles soient, intègrent cette capacité à gérer cette complexité. Et ce n'est pas forcément évident. Dans nos gestions de projets les uns et les autres, on n'a pas forcément toujours été confrontés à ce type de projet. Et il faut pouvoir l'intégrer comme étant un élément fondamental de sa fiche de poste quand on travaille sur un projet de ce type. Alors vous voyez, l'aventure, elle n'est pas finie, je le disais tout à l'heure. Alors c'est un petit peu petit, mais il y a des choses qui vont peut-être un peu obscures pour vous. Mais les grands séminaires où on réunit tous les professionnels, vous voyez, 280 participants. Donc on en a à peu près 70 et 80 par plateau. On travaille avec eux sur l'organisation, le traitement collectif des problématiques, la présentation des maquettes organisationnelles, bien avant donc les ouvertures des projets. On met en place des simulations d'organisation du travail avant les transferts qui auront lieu. Donc celui de la PUI a eu lieu au mois de mai et en octobre, on enchaîne avec la plateforme logistique, l'ouverture du Géolab en octobre aussi, en novembre les soins critiques et les blocs opératoires en novembre-décembre de cette année. Donc on est vraiment en plein aujourd'hui dans la phase de mise en service avec effectivement une machine qui est à plein régime et de ce point de vue-là, tout le monde est à plein régime. C'est-à-dire que la dernière année qui arrive, c'est une période de très 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 fort engagement pour l'ensemble des équipes et des entreprises et je les remercie ici parce que effectivement, ce n'est que collectivement qu'on arrivera à tenir les délais du premier patient. Donc en résumé, on a essayé de voir quelle était pour nous l'approche qui avait été la nôtre. Alors, M. Raymond a évoqué au départ la compréhension mutuelle, chacun de son côté de la palissade. C'est vrai, ça a été notre souci continu, ça le reste aujourd'hui. Se parler, se rencontrer, c'est un élément qui est important pour l'un comme pour l'autre. Donc, on n'hésite pas à le faire quand c'est nécessaire. Quelque chose qui est important pour moi, c'est aller sur le terrain de l'autre. Alors, c'est une curiosité qui m'est propre, bien entendu. Mais je pense qu'il faut aller sur le terrain de l'autre pour comprendre ses contraintes et gagner en efficacité collective. Lundi, on avait encore une revue opérationnelle du projet. J'ai posé des questions sur des mots que je ne connais pas, par exemple. Mais je ne vois pas comment je peux être présente en réunion sans connaître ce que dit Valérie. Je m'aperçois. Voilà, ou Didier. Voilà, j'ai Guillaume qui est un traducteur très habile, mais néanmoins, il faut que moi je m'approprie les choses et que je sache ce dont je parle pour pouvoir ensuite travailler efficacement et qu'on arrive à bon port. Et l'inverse est vrai et c'est très agréable. Alors, disposer de ressources expertes, je l'ai dit tout à l'heure, en capacité de gérer la complexité dans toutes les phases du projet, ça c'est vraiment le choix des managers, de positionner des gens qui vont pouvoir tenir la charge mentale. On en a parlé avec M. Raymond et c'est un souci que l'on a. C'est un projet où les artefacts sont nombreux, le lien avec l'activité hospitalière est très très prégnant, avec des vrais risques. Des vrais risques, et ces risques-là, c'est pas la même chose quand on construit une boîte éloignée du reste de l'hôpital et qu'on la plug au dernier moment. C'est quelque chose qui est vécu au quotidien. Donc je veux encore le souligner, puis souligner le mérite de ceux qui s'y collent depuis le départ, parce que c'est pas tout à fait simple. Et puis, ça c'est moi qui le porte, mais voilà, ne jamais oublier pourquoi et pour qui on le fait. Ce projet, il est là parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les blocs opératoires de Lyon Sud sont en limite en termes techniques. C'est une réalité. On a effectivement besoin de mieux accueillir nos patients en réanimation. Nous avions un constat de départ qui était très délabré aussi sur les urgences. Donc tout ça, on le fait pour les patients. Et ça nous permet parfois de prendre un peu de hauteur, je trouve, face à des turpitudes du quotidien qui peuvent nous rattraper très très vite. Voilà. Super. Merci. Et on n'est quasiment pas en retard dans le chantier.